Bonjour Oumar Adeyanju. Bonjour Carole Lolaye, bonjour Marco. Bonjour également à tous les téléspectateurs, auditeurs de Diaspora FM qui nous suivent. Bonjour Marc. Oui, bonjour Carole. Oudjanou. Oui, bonjour Omar, bonjour à tous les amis qui nous suivent chaque matin. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de me voir le lundi matin, mais je suis là. Ça, c'est vrai. Et c'est pas seulement vous, il y a également Oumar qui n'a pas l'habitude d'être sur ce plateau le lundi matin. Nous faisons donc un coucou à Roland Laurent, Tony Ikes et à Hugues Hector Zogo qui sont absents tout simplement pour raison de santé. Vous la retrouvez sans nul doute au cours de la semaine pour partager d'autres plateaux avec vous, chers amis, téléspectateurs et auditeurs de la 102.3. C'est donc parti pour l'analyse du jour, mais avec quel sujet? Il y a un juriste qui a saisi le Parlement de la C2AO. Alors, quelle est votre lecture? Élection générale toujours de 2026. Le code électoral qui pose toujours problème. Oui, ça pose problème selon donc ce juriste qui a donc saisi donc le Parlement de la CEDEAO. Et ce qui pose problème, c'est toujours les mêmes sujets, hein, c'est toujours les mêmes dispositions que tout le monde a dénoncées. Et on parle des 15% pour la présidentielle, on parle de 20% pour donc les élections générale, c'est-à-dire communale et parlementaire et législative, voilà. Donc il saisit, il estime qu'il doit saisir donc le Parlement pardon de la CEDEAO. Le Parlement est là pour être saisi, c'est son droit, il a fait. On attend de voir ce que va dire donc le Parlement, mais je pense que les dispositions également de la CEDEAO et de l'UEMOA, je crois, sont bien claires aussi. À un certain nombre de mois, je crois c'est 3 mois ou 6 mois de la présidentielle ou bien des élections, on n'a plus le droit généralement de toucher donc au test, de modifier quoi que ce soit, à moins que ce soit un consensus général. Je pense qu'il a déjà une partie de sa réponse déjà à partir de cet instant-là. Mais bon, c'est son droit également de saisir la Cour. Nous sommes en démocratie, c'est ce qu'il y a de bien dans la démocratie. Toutes les voix dissonantes peuvent se faire entendre. Donc, quand tu as comment on appelle des griefs contre, et c'est pas moi tel ou tel parti, tu le fais savoir. Et il est dans son droit, il a fait. On attend de voir comment est-ce que donc ces parlementaires donc de la CEDEAO vont réagir. Mais à mon avis, hein, je pense qu'il a déjà la réponse à son, comment on appelle, à son interpellation, je veux dire, des parlementaires de la sous-région. Ils vont lui dire, mais écoutez, ça ne dépend plus forcément de nous. Le peuple, quelque part, le peuple du Bénin est quand même souverain. Si, arrivé à un moment, au niveau du Bénin, on ne se dit pas, ah, il y a problème, assurons-nous tous ensemble, réglons notre problème, et qu'on estime que c'est bon, on va y aller avec, et que personne ne dit quoi que ce soit donc la majorité au pouvoir, comment on appelle, même l'opposition. Quand on ne s'entend pas, quand il n'y a pas consensus, ce n'est pas la CEDEAO de venir finalement imposer. Voilà. La CEDEAO reste aussi quelquefois une organisation qui, dans tous les cas, va rester, on va dire, légaliste. Elle va rester dans le droit, elle va rester dans tout ce qui a rapport avec la légalité. Que dit la Constitution? C'est ça que la CEDEAO va dire. Parce que la Constitution, c'est quoi? La Constitution, c'est ce que nous avons choisi nous-mêmes à partir donc du législateur. Ce que nous avons désigné comme représentants du peuple, c'est eux qui nous représentent. Ils décident de quelque chose, ils en discutent entre eux et finalement, ils nous sortent une loi, et cette loi-là, c'est la majorité qui l'a décidé ainsi. Maintenant, il y a certains parmi nous qui ont dit que il y a des dispositions qui sont, on va dire, plutôt contraignantes, qui sont, on va dire, clivantes sur le plan politique. Et ces dispositions-là ont été pendant très longtemps, et on va dire, contestées. On est parti avec vers le pouvoir pour leur dire, mais écoutez, il faut qu'on revoie. Mais le pouvoir dit non, c'est ce que nous avons trouvé comme mesure. Dans un contexte de réforme politique, dans un contexte où on n'a plus envie d'assister à toutes ces mauvaises pratiques sur le plan politique qu'on observait, voilà ce que nous avons comme, donc, comment on appelle, et panacée pour régler ce problème-là. Et donc, on va voir, on va l'expérimenter, voilà. Donc, ils sont dans cette disposition-là. Ils sont dans cette, comment on appelle, dans cette option-là, dans le postulat que ce sont des nouvelles réformes, on va jusqu'au bout. S'il y a quelque chose, après les élections, on verra. Mais bon,
ce juriste a décidé autrement. Lui, il estime que non. Il veut mener sa bataille jusqu'au bout. On attend de voir ce que la CEDEAO va dire. Comme vous le dites, a pour nom Adegbola Frank. Ok, et je m'adresse à vous, Marc Goudianou. Croyez-vous que cette action de Frank Ogbola, pourrait impacter? Adegbola. Adegbola, oui. Il faut dire que sa lettre qu'il a adressée au président de la commission de la CEDEAO ne manque pas de pertinence lorsque vous suivez de près l'actualité du Bénin ces derniers jours. Puisque tous les points qu'il a évoqués, par exemple, ont fait objet de débats plusieurs fois sur ce plateau. En ce qui concerne le cas des pourcentages au niveau du parrainage, par exemple, et également au niveau des autres duos, je dirais, de partis de la mouvance présidentielle qui, par un accord de gouvernance, peuvent déjà quand même pouvoir obtenir les 20% dont il est question. Ce que n'a pas, l'avantage que n'a pas forcément les autres partis de l'opposition, si on peut le dire ainsi. Donc, je pense qu'il fait en réalité le résumé d'un schéma politique qui fait déjà débat au sein de la majorité des acteurs politiques et de nous également, journalistes et également de ceux de la société civile. Sinon, il y a également d'autres problèmes qui sont liés, par exemple, au fichier électoral, où vous avez vu également qu'il y a un audit qui a été lancé récemment et qui a pu donner les résultats. Et on a pu constater également qu'à travers ces résultats, il y avait quelques insuffisances qui avaient besoin d'être corrigées. Et tout le monde est unanime sur le fait que le code électoral en l'état semble être un code électoral beaucoup plus orienté ou bien beaucoup plus qui favorise beaucoup plus la mouvance présidentielle, parce qu'il faut reconnaître que c'est eux qui détenaient la majorité à l'Assemblée lorsque ce code électoral devait être voté. Et donc toutes les dispositions qui ont été mises dans ce code électoral, même en ce qui concerne par exemple les accords de gouvernance par exemple, ça remet en réalité une vision où on sent déjà que ceux qui sont beaucoup plus, en tout cas dans les bonnes grâces par rapport à cette loi, sont ceux de la mouvance présidentielle. Donc il ne fait que peine en tout cas une image d'accord de l'actualité politique du Bénin. Mais lorsqu'il décide d'adresser cela au président de la commission de la CEDEAO, c'est pour quel impact? C'est là la réelle question que l'on doit se poser sur l'initiative. Puisqu'on sait déjà qu'il a rappelé que nous sommes dans un contexte où nous ne sommes pas loin des menaces djihadistes que de par nos frontières. La preuve, la semaine qui vient de s'écouler, on en a encore eu, on a eu des tentatives. Et donc, si éventuellement il y a cette crise qui vient lors de la fête électorale, moi je parle beaucoup plus de fête électorale lorsqu'il s'agit des élections, et les populations, les acteurs politiques commencent à se fâcher compte tenu de cette situation qui est un peu chrysogène, il peut arriver que les différentes manifestations puissent quand même entacher en quelque sorte le processus électoral comme cela se doit, même si on ne le souhaite pas. Et donc, il faut déjà commencer par réfléchir à voir quels sont les garde-fous qu'on peut mettre quand même pour pouvoir limiter les dégâts à un moment donné, pour ne pas faire beaucoup de fâchés, pour qu'aussi les institutions qui sont habilitées à organiser les élections puissent jouer leur rôle de façon convenable avec équité. Et c'est en cela que moi, je veux plutôt voir la valeur de cette lettre qu'il adresse à la CEDEAO, parce que la CEDEAO peut déjà, à travers sa commission électorale, envoyer peut-être une délégation pour appuyer la Sénat dans l'organisation des élections aujourd'hui, puisqu'on dit déjà, à travers ces tests, on sent déjà une partie prise par rapport aux différentes clauses qui sont dans cette loi. Et donc, pour pouvoir apaiser le camp d'à côté, c'est qu'il faut également permettre à ce que d'autres observateurs viennent appuyer le système électoral, puissent avoir un regard beaucoup plus pointu sur la façon dont les élections seront organisées. Et donc, la commission de la CEDEAO, par exemple, est bien habilitée. Et bien sûr qu'elle dispose d'une commission électorale qui peut toutefois, de façon technique, appuyer la Sénat, par exemple, dans l'organisation des élections pour pouvoir avoir un regard beaucoup plus pointu sur tout ce qui se fera. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a également, si on ne le souhaite pas, mais s'il y a également des tensions qui viennent, par exemple, liées, par exemple, au déroulement des élections.
par exemple, il y a la commission de la CEDEAO également qui peut envoyer des délégations pour venir surveiller, pour venir observer quand même tout ce qui va se passer de façon beaucoup plus affinée, afin qu'on n'assiste pas à des tensions de part et d'autre liées peut-être au retard d'acheminement peut-être des matériels dans certains bureaux de vote que d'autres bureaux de vote, du déroulement du scrutin par exemple, du respect des horaires, du déploiement du matériel des bureaux de vote vers la Sénat par exemple. Il y a tout un mécanisme qui prend en compte par exemple les élections. Et il faut également que, on sait qu'à chaque fois au niveau de la CEDEAO, ils envoient généralement des représentants pour pouvoir surveiller, pour pouvoir contrôler comment les élections se passent. Et ce n'est pas seulement la CEDEAO, il y a beaucoup également d'organismes internationaux qui envoient également des représentants. Et donc cela rentre dans un rôle également de pouvoir attirer l'attention de la commission de la CEDEAO sur la question liée aux élections au Bénin, pour que l'on n'assiste pas déjà beaucoup plus tôt peut-être à des prises de position déjà avant les élections, ou lorsque, avant les élections, si les camps, disons, qui seront en confrontation lors de ces différentes élections, sont un peu plus fâchés, ça permet d'avoir une ambiance un peu plus chrysogène avant même les élections. Et le déroulement des élections est l'instant beaucoup plus fatidique où il faut quand même mettre tout l'essentiel, tout ce qu'il faut quand même pour que les élections puissent se dérouler normalement, parce que déjà, on sent déjà qu'il y a un camp qui se sent beaucoup plus lésé par rapport à cette loi-là. Et c'est pour ça même qu'ils ont demandé la relecture du code électoral plusieurs fois. Le chef de l'État n'a pas donné son quitus, ni les partis de la mouvance qui représentaient la majorité au sein du Parlement n'ont pas voulu la chose, mais quand même le chef de l'État a pu donner son accord pour l'audit du fichier électoral. Et on a pu constater, tel que je l'ai rappelé, par exemple, qu'il y a des insuffisances. Et donc, rien ne dit que tout ce qu'on soulève aujourd'hui, lié au code électoral, par exemple, sont des arguments qui sont tout autant pertinents pour quand même une élection assez paisible, pour qu'un camp ne se sente pas, par exemple, brimé, d'accord, par rapport à un autre camp, parce qu'on sait que les élections, pour nous, ce sont des instants où les populations, les citoyens sont amenés quand même à exprimer leur voix beaucoup plus librement. Et lorsqu'à partir des lois, on sent qu'il y aura peut-être quelques bourreaux d'étranglement, ça peut amener quand même les citoyens à se dire, mais bon, même si on y va, même si on essaie d'apporter tout ce qu'on veut pour ces élections, on sait que la loi, déjà, à travers ces dispositions, ne permet pas à nos représentants, par exemple, de s'en sortir. Et donc, du coup, ils peuvent avoir un peu de retenue par rapport à la participation aux élections. Et donc, il s'agit au niveau de chaque acteur politique, au niveau que ce soit de la mouvance présidentielle, que de l'opposition, que de la société civile, tel que l'a fait, par exemple, ce juriste, par exemple, d'attirer l'attention des uns et des autres sur la situation pour que lorsque des événements vont survenir, que chacun puisse se rendre responsable par rapport à l'avenir du pays. Et donc, la commission de la CEDEAO a également un rôle primordial à jouer, préventif et également peut-être de médiation lorsqu'il s'agira peut-être d'avoir des cas de figure ou de mécontentement où on dit, par exemple, lors du dépôt des dossiers, par exemple, vous avez vu le sujet lié au parrainage qu'on a ramené souvent lors des débats et qui se fait, par exemple, que ce sujet demeure, puisque moi je dis toujours que ce sujet demeure parce que la Sénat ne fait pas office de droit. Et donc, la Sénat ne peut pas trancher sur une question. La seule institution habilitée à trancher sur cette question de façon définitive, c'est la Cour constitutionnelle. Et donc, du coup, ici, éventuellement, il arrivait que les démocrates se voient confrontés à ce problème. D'accord? Ou parfois, peut-être l'un d'eux va vouloir s'auto-parrainer, tel qu'on le dit, et que si éventuellement un autre député ou bien un autre acteur de la mouvance présidentielle contestait au niveau de la Cour constitutionnelle, là, on sera obligé d'attendre la décision de la Cour constitutionnelle liée à cette affaire. Et donc, je dis que tout compte fait, tout ce qu'il a fait, cette lettre qui est adressée, a son importance pour moi, parce qu'il faut rappeler les contextes dans lesquels on est, vers quoi on évolue et à quoi on aspire en tant que citoyen béninois. On aspire tous à une élection transparente, une élection de paix, pour que tous les acteurs politiques et tous les citoyens se sentent intéressés par le jeu électoral. Oumar Adeyandjou. Oui, très beau commentaire de Marc, mais cependant, j'ai pas mal de petits bémols par rapport à tout ce que Marc a dit de manière, on va dire, très belle. Première chose, c'est la Commission électorale nationale autonome.
retenez bien, autonome. Est-ce que cette institution-là a vocation à recevoir des directives d'une organisation sous-régionale? Ça, c'est la première des choses à savoir. Est-ce que nos tests permettent à ce que la CEDEAO ou, je ne sais pas, une institution sous-régionale, quelle qu'elle soit, vienne dire quelque chose? Non, non, pas dire, mais observer. Le processus, ils ont le droit d'observer. Ils ont le droit d'observer. Le processus électoral est déjà dans notre Constitution. Le calendrier est dans la Constitution, tout est bien clair. La Sénat est autonome pour donc mettre en œuvre, mettre donc en marche le processus. Rien d'autre. Personne ne vient donc interférer dans le travail de la Sénat, même pas les institutions nationales. À moins qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas respecté, c'est peut-être en ce moment que certaines institutions qui sont habilitées, telles que la Cour constitutionnelle, il y a quelque chose qui est dénoncé dans ce cas-ci. Oui, mais ce qui est dénoncé, c'est quoi? Je viens par rapport à ce qui est dénoncé, ne vous inquiétez pas, on va venir. Maintenant, par rapport aux missions d'observation, ce n'est pas la première fois qu'on organise des élections au Bénin. Ça a toujours été comme ça. Les organisations internationales, que ce soit même la Suède, en tout cas toutes les organisations internationales, viennent généralement pour observer les élections justement, au Bénin. pour observer. Est-ce que il n'y a aucun problème? N'est-il pas temps aujourd'hui que ça change et que ces institutions agissent en amont, c'est-à-dire jouent un rôle préventif pour prévenir les dérives que d'attendre après les coups d'État ou encore les soulèvements pour venir réagir. J'ai bien compris votre question. Première chose, ces institutions, quand j'ai pris la parole en premier, j'ai dit qu'elles vont rester coûte que coûte légalistes. Une fois que les dispositions, qu'elles soient nationales ou sous-régionales, sont respectées, il n'y a aucun problème. Ces institutions ne viendront pas interférer dans un processus qui a lieu dans un État souverain. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, nous sommes en République et on sait comment on change les lois chez nous. C'est le législateur qui décide. Ce qui nous arrive aujourd'hui, ce que nous contestons aujourd'hui, c'est qu'en tout cas une grande partie de la population conteste aujourd'hui, c'est certaines dispositions, on va dire, du code électoral. Et ça fait partie de la loi, des tests de notre pays. On ne change pas les tests comme ça parce que quelqu'un est mécontent. On change les tests dans une république à l'Assemblée nationale. C'est le législateur qui décide de changer les dispositions que nous avons nous-mêmes choisies. Donc, à partir de cet instant, on sait comment ça se fait. Et je vais rappeler une chose, pas parce que je soutiens un camp, mais parce que tout simplement, je refuse d'avoir ce regard-là plutôt, on va dire, pessimiste de la chose. À faire croire que, bon, voilà, c'est déjà un grand danger qui nous guette, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Non. C'est avec ces mêmes tests-là, on va dire plutôt contraignants que les autres, c'est-à-dire pour les autres, c'est un remède. C'est un remède qu'ils ont trouvé pour pouvoir régler les problèmes que nous avons tous dénoncés. La multitude de partis, des centaines de partis pour un petit pays comme le Bénin, comment on appelle, des candidatures qui n'ont rien à voir avec, je ne sais pas. Mais qui menacent aujourd'hui la paix. Attendez, je viens. Qui menace la paix, et moi, c'est ce que je vous dis, je refuse. Quand vous marchez... C'est pas moi qui le dis, c'est les opposants qui le disent. Moi, je vous dis maintenant, je suis d'accord. La société civile qui le dit. Je suis d'accord. Que les opposants le disent, ils sont dans leur rôle. Maintenant, quand vous marchez au Bénin, vous sentez que la paix est menacée au Bénin, les Béninois ne s'entendent pas, les Béninois ne parlent pas entre eux. Les Béninois se regardent en chien de faïence. Moi, je ne pense pas. Ça, ce n'est pas moi mon avis. C'est-à-dire ce regard-là, plutôt, on va dire, négatif, pessimiste, à faire croire que, voilà, c'est déjà comment on appelle, c'est déjà on est à l'approche de la guerre, on va tomber tout à l'heure dans des crises. Non, moi, je ne vois pas ça comme ça. Ce sont ces mêmes tests-là. Attendez, je finis. Attendez, je finis. Quand je dis ces mêmes tests-là, contraignants, difficiles, que nous avons tous dénoncés, je les ai dénoncés aussi moi-même, que nous avons tous dénoncés, ce sont ces tests-là qui ont permis aux démocrates aujourd'hui d'être où? D'être à l'Assemblée nationale avec 28 députés. Le même nombre de députés qu'un autre parti de la mouvance. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ils ont pu le faire avec ces mêmes tests-là. Donc, ce que moi je veux retenir à partir de là, c'est quoi? C'est le peuple qui décide en réalité. Les tests sont là, mais le principe de la démocratie est toujours en place. C'est la majorité. C'est celui que la majorité du peuple désigne qui prend en main la destinée du pays. Et à partir de cet instant, restons calmes. Même s'il y a des dispositions qui sont complètement, c'est-à-dire, que nous trouvons plutôt, on va dire, désavantageuses pour nous, moi je pense que la meilleure des choses, ce n'est pas de dire, de peindre tout, comme on appelle, en noir et de dire, voilà, très bientôt, ça sera la catastrophe, très bientôt, on va basculer dans le désordre. Non, moi je ne pense pas.
Je ne pense pas. C'est plutôt le moment pour l'opposition, le moment pour tous ceux en tout cas qui contestent ces tests-là, de travailler sérieusement sur le terrain, parce que c'est le peuple qui va décider, parce que les observateurs viendront justement pour observer les élections, pour voir que tout se fait de manière, on va dire, très légale. Et à partir de ce test-là, le peuple vous désigne, vous allez à l'Assemblée nationale, vous proposez encore d'autres lois, d'autres dispositions que vous allez mettre en place et mettre en œuvre pour qu'on voit à quoi est-ce que ça va nous conduire cette fois-ci. Parce que moi, je sais une chose, ces tests-là, dès l'instant où c'est discuté, dès l'instant où ça crée, on va dire, un clivage dans l'arène politique, on a tous été les premiers à dire ici, il faut qu'on les revoie. Il faut qu'on puisse les changer. Mais l'autre camp dit, non mais attention, ça nous a permis de régler un problème. Et dès l'instant où nous, ça nous permet de régler un problème et que ça ne porte pas atteinte aux principes fondamentaux de la démocratie, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas jusqu'au bout. C'est des réformes que nous proposons. Quand un gouvernement, quand une administration est mise en place, c'est pour opérer des réformes, pour faire avancer le pays. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut changer les choses, il faut revoir les choses, il faut remettre le pays sur d'autres dynamiques pour voir ce que ça va apporter. Parce qu'on ne peut pas rester statique. Il faut que nos pays évoluent, il faut qu'on se développe. Et si on doit se développer, il faut qu'on adapte également nos tests à nos réalités actuelles. Et la réalité d'avant, c'était qu'il y avait des problèmes qu'on devait régler. Des problèmes liés donc à des pratiques, je le dis et je le répète, à des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'expression de la démocratie. C'était de l'anarchie, du désordre. N'importe qui se levait au Bénin pour être candidat. C'était devenu notre sport national. Donc à partir de cet instant, eux, ils ont trouvé ce remède-là. Ils ont trouvé ce remède-là et vous leur dites de changer. Ils ont dit non, nous, on ne change pas. Si vous voulez changer, attendez, on finit les élections. Une fois les élections sont finies, vous prenez le Parlement et vous changez à votre guise. Moi, je refuse qu'on nous peigne un Bénin où c'est bientôt la guerre, c'est bientôt la crise. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est vrai, Carole, c'est vous qui avez, en tout cas, le monopole du débat et des questions. Je voudrais demander à mon très cher Oumar, pourquoi la CEDEAO existe? Pourquoi la commission de la CEDEAO existe? Pourquoi les observateurs existent? C'est parce qu'on doit anticiper sur les événements. Et donc, ce n'est pas une question d'être pessimiste liée à cette question. Pourquoi les sapeurs-pompiers existent? C'est parce qu'on est dans l'optique de savoir qu'éventuellement, il peut y avoir des incendies. Et donc, le rôle de chacun ou de chaque acteur politique est de rappeler, d'accord, qu'on aspire tous à ce que les élections se déroulent de façon normale. Et donc, ces institutions existent, telles que la commission de la CEDEAO également, qui peut être interpellée. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'autonomie de la Sénat, c'est vrai que l'autonomie de la Sénat existe, mais il y a des procédures dans le déroulement des élections. Et quand la Sénat ne va pas respecter telle ou telle procédure, qui sera là pour lui rappeler en réalité que, lié à telle procédure, tout ce que vous avez fait là, ce n'est pas concordant, d'accord, à la procédure liée aux élections. La commission électorale de la CEDEAO est également là pour ça. Et donc, ce n'est qu'une anticipation. Et donc, ça n'a rien à voir à ce que l'on puisse déjà être dans la dynamique d'imaginer peut-être qu'il y aura mal donne, qu'il y aura peut-être des crises forcément lors des élections. Mais non. Pour tout bon président et pour tout bon acteur politique et pour tout bon observateur, c'est toujours être dans la dynamique d'anticiper sur les événements. Même chez vous, dans votre propre famille. Si vous n'anticipez pas les événements qui peuvent survenir, ça vous serait difficile, lorsque ces événements vont se produire, de pouvoir prendre des dispositions pour pouvoir essayer de résoudre cela. Et je pense que c'est dans la dynamique-là que forcément ce citoyen est en train de pouvoir adresser cette lettre à la commission. Donc ça n'a rien d'alarmiste. En tout bon citoyen, en tout observateur, en tout analyste, normalement, on doit être dans cette même disposition, d'anticiper sur les faits, d'anticiper sur les événements et de prévoir en cas de peut-être mal donne, en cas de mauvaise procédure au niveau de la Sénat par exemple, il peut y avoir des observateurs également pour pouvoir donner leur mot à dire au niveau de cette procédure. Et donc, le rôle de la commission électorale, il y a également la Cour de justice de la CEDEAO qui est là. Et donc, il y a beaucoup d'institutions par exemple qui encadrent la zone sous-régionale. Et non même par exemple, n'allons même pas jusqu'au niveau de la zone sous-régionale, prenons même au niveau du Bénin par exemple. Il y a la Cour constitutionnelle qui encadre également. Donc, il y a déjà des dispositions qui sont prévues par les textes, par les lois, pour pouvoir anticiper sur un certain nombre d'événements qui peuvent survenir. Et donc, personne n'est dans une disposition alarmiste. Et tout citoyen, normalement, a le rôle
d'accord, de pouvoir interpeller chaque acteur de divers horizons, par exemple, comme la CEDEAO, par exemple, pour pouvoir avoir un regard beaucoup plus pointu sur la façon dont les élections vont se dérouler. Parce que si déjà, à un moment donné, les tests ont été faits, taillés sur mesure, il se peut également que lors de la procédure, par exemple, de déroulement des élections, par les institutions en charge de pouvoir faire les élections, il peut avoir mal donné au niveau des procédures. Et donc, il doit avoir des sentinelles pour pouvoir rappeler en réalité que, au niveau de telles procédures, lorsque les acteurs politiques vont soulever le problème, qu'il y ait des observateurs également pour pouvoir revenir sur la situation et pouvoir clarifier, situer les responsabilités. Oumar veut s'exprimer encore sur le sujet. Juste un dernier mot. Autant, 10 secondes. Oui, autant j'ai le droit aussi de pouvoir dire que certains propos peuvent paraître alarmistes, autant vous avez le droit aussi de dire que bon, voilà, vous pensez que c'est alarmiste. Donc chacun est dans son rôle. Nous sommes en démocratie, ça, on est d'accord sur le principe. Ah oui. Mais ce que je veux dire, le rôle de la CEDEAO, on le connaît tous, c'est avant tout peut-être l'intégration régionale, l'intégration économique, on va dire, c'est la promotion peut-être de la paix, et puis, si vous voulez, promouvoir également la démocratie à l'intérieur donc des pays. Et comment est-ce que la CEDEAO le fait? Il y a des dispositions sous-régionales qui sont mises en place, il y a des tests auxquels le Bénin a adhéré. Il faudrait pas aujourd'hui donner plus de force à la CEDEAO en vue de son efficacité. Ça, c'est un autre débat. Je suis d'accord. C'est une question. Oui, on ne le fera pas maintenant, mais c'est une question. Mais dans son rôle aujourd'hui, la CEDEAO n'a rien à reprocher au Bénin. Est-ce que le Bénin a enfreint à l'une des dispositions de la CEDEAO? La question reste, mais est-ce que la lettre du compatriote, c'est dans ce sens? La lettre du compatriote, c'est dans ce sens. Ce n'est pas qu'elle reproche quelque chose à la CEDEAO, non du tout. Pas du tout. Il interpelle le Parlement de la CEDEAO, pourquoi? Pour son regard. Oui, mais le regard de la CEDEAO est bien clair. On ne change pas les tests à quelques mois des élections. Ça, c'est déjà fini. C'est des tests que vous avez choisis vous-même. Mais une fois que vous les avez choisis, ne demande pas forcément de changer les tests. Ce qui reste à la CEDEAO, c'est de voir est-ce que cela se fait. C'est-à-dire que quand on parle ici, on peut croire que non, Oumar est d'accord avec tous les 15%, 20%. Je l'ai dit à plusieurs reprises ici. Dès l'instant où ça fâche, dès l'instant où il y a un problème, il est bon peut-être de revoir. Mais si on n'a pas revu, c'est-à-dire au Bénin, qui est un pays souverain, c'est pas à la CEDEAO qui va nous imposer de revoir les tests. C'est ce que je veux dire à ce jury. Relisez la lettre du compatriote, il n'impose rien, il ne demande pas à la CEDEAO non plus de venir interférer dans le rôle de la Sénat. Relisez la lettre et vous allez comprendre la pertinence. Tout à l'heure, vous avez dit un regard d'observateur. Donc ça veut dire que c'est pertinent. Il faut pas être pertinent. Il ne faut pas chercher à faire croire qu'on est déjà au bord de la catastrophe au Bénin. Ce plateau, forage de nouveaux puits pétroliers à semi craqués. Le Bénin fait son comeback sur le marché du pétrole. Oui. Bon, j'ai envie de dire très bonne nouvelle. Le pétrodollar, c'est... Combien de fois nous allons dire très bonne nouvelle par rapport à continuons de dire. Je dis très bonne nouvelle par rapport... Je me demandais est-ce que nous avons vraiment du pétrole. Oui, moi aussi je me demandais, mais à un moment aussi, non, ça c'est vraiment très personnel. À un moment je me dis, mais si on se situe dans ce bassin-là, je vais dire, donc du Sahel ou du Golfe de Guinée, où le Nigeria en a en grande quantité, le Tchad et bien d'autres pays, la Guinée équatoriale et tout ce monde-là. Je me dis, mais il y a de fortes chances que quand même la nappe coule un peu vers nous aussi et qu'à un moment, on découvre que nous en avons. C'est vrai qu'au départ, avec ce qui avait été fait, vous voyez, comment on appelle, le théâtre, dans le temps, on devrait déjà avoir du pétrole. Voilà. Donc, moi, je me dis, ce gouvernement est plutôt sérieux. Moi, je me dis qu'ils sont sérieux. Et s'ils en arrivent jusqu'à en faire l'annonce comme ça, c'est que très certainement, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire comme préalable, vérification, études, pour savoir que, il se peut que très bientôt, le Bénin aussi devienne producteur de pétrole. C'est une bonne chose, parce que ça va ramener beaucoup d'argent, du pétrodollar. Mais on connaît les conséquences du pétrodollar. Ça enivre. Le pétrodollar conduit à des excès, à du n'importe quoi. Tout le monde veut sa part. On sait ce que ça a comme conséquence au Nigeria jusqu'aujourd'hui,
Depuis la guerre du Biafra jusqu'à aujourd'hui, on sait les conséquences. Dans d'autres pays, on sait ce que ça a donné comme conséquence. Le Niger l'a eu, ça n'a même pas tardé. Immédiatement, la démocratie a été balayée. Notre sol. Non, moi je veux qu'on ait du pétrole au Bénin, mais qu'on ait du pétrole sans perdre notre, comment on appelle, notre vivre ensemble, notre lucidité. L'argent n'est pas le seul moyen. Parce que déjà, rien qu'avec des réformes, vous voyez comment on discute ici. Imaginez le pactole que va générer donc le pétrole. Ça peut rendre les gens un peu plus fous encore. Donc je me dis, faisons peut-être très attention. Le pétrole, oui, je suis d'accord. Si ça peut permettre donc d'engranger beaucoup d'argent, moi je suis complètement d'accord. Regardez les États du Golfe, le Golfe arabique, le Golfe de l'Arabie Saoudite et tous ces pays-là, Koweït, des petits pays mais qui sont immensement riches, qui deviennent pratiquement le centre de tout dans le monde aujourd'hui, sur le plan culturel, sur le plan des affaires. Tout le monde va là-bas, sur le plan touristique. Ce sont ces endroits-là parce qu'ils ont les moyens, ils construisent comment on appelle, ils rendent leur pays très, très, très attractif en mettant en place des infrastructures mais d'une grandeur mais incroyable et très, très, très luxueux également. Et tout le monde va les visiter. Ça permet au Bénin d'avoir autant d'argent. Et voilà. Tout ce que moi je souhaite, c'est ça. Qu'on puisse donc, à partir de ce que le pétrole va engranger comme dividende pour le Bénin, qu'on puisse développer le pays et aller de l'avant. Mais que cela ne devienne pas la source de toutes les crises chez nous, comme on observe dans beaucoup de pays. Regardez en Angola, par exemple, le MPLA et, comment on appelle, Savimbi et l'autre, tout le temps, ils se sont combattus parce que l'Angola était tout simplement un grand producteur de pétrole et qui comptait également. Voilà un peu. Donc, faisons très attention. La plupart des pays africains qui ont cette manne pétrolière ou même gazière quelquefois, passent toujours par des crises mais incroyables. Donc, espérons que le Bénin ne va pas tomber dedans aussi. Espérons que cette manne pétrolière soit, comme on appelle, une bonne chose. On va toucher du doigt, on va interpeller, enfin, on va appeler Dieu, on va convoquer également les mannes de nos ancêtres pour que ce soit une bonne nouvelle au finish. Marc Ludiano. Bon, je pense que tout comme beaucoup de citoyens, on en a assez entendu. Hein. Beaucoup de promesses liées à la découverte du bon. Le pétrole existe, il paraît, puisque je me rappelais, il y a quelques années, même sous Boni Yayi, il y avait eu des semblants des études qui ont révélé qu'il y avait du pétrole dans la zone de Sémékraké et autres. Et donc, du coup, même après l'arrivée de Patrice Talon, par exemple, le même discours est allé bon train en nous promettant qu'en réalité d'ici là, le pétrole serait extrait, on serait parti quand même de ces grands, bon, en tout cas même si ce n'est pas grand, de ces producteurs de pétrole dans la sous-région. Mais malheureusement, je me rappelais encore que l'année passée, en 2024, l'ancien ministre Adambi nous disait déjà qu'à partir de cette année, par exemple, le Bénin va déjà commencer par faire sortir sa production. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas encore à cette étape. Si actuellement encore, c'est des forages de nouveaux puits qui sont en train d'être faits aujourd'hui, ça montre que nous allons encore espérer et attendre peut-être au bout de quelques années comment est-ce que le projet va se concrétiser. Parce que bien avant que le ministre Adambi n'en parle, c'est qu'il y existait déjà depuis près de 8 ans des travaux qui étaient en train d'être effectués quand même pour pouvoir permettre au Bénin d'avoir quand même cette manne-là, cette ressource énergétique-là. Et donc aujourd'hui, tout comme certains pays de la sous-région où le pétrole est déterminant dans la croissance économique, hein, vous prenez le Ghana par exemple, ils en ont et ça permet quand même de pouvoir accroître notre PIB, de pouvoir être quand même beaucoup plus représentatif sur le marché également. Et donc aujourd'hui, si éventuellement le Bénin arrive quand même à satisfaire à cette demande, à pouvoir commencer par produire son propre pétrole, je pense que ce serait très bien pour notre économie, pour tous les acteurs qui sont dans le domaine également. Et ça va même limiter les problèmes qu'on dénonce généralement beaucoup plus liés à l'essence frelatée, à l'essence paillot par exemple, parce que ça nous amènera par exemple à avoir des coûts réduits liés par exemple à la distribution
distribution des produits pétroliers, également avec l'instauration ou l'installation des stations-service qui vont beaucoup plus désengorger, surtout certaines zones où il n'y a pas du tout de stations. Et donc, ça nous permettra quand même de pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes économiques. Et donc, on reste optimiste par rapport à cette question, tout compte fait, et que les Béninois ne se mettent pas dans l'idée que ça va venir aussitôt comme ils le pensent. Parce que avoir un forage, l'exploiter, c'est beaucoup de ressources, c'est beaucoup de temps. Et donc, ce n'est pas forcément d'ici demain, peut-être qu'on aura cette exploitation. Tel qu'on l'a toujours annoncé, c'est parce qu'il y a beaucoup de travaux à faire et ça engrange beaucoup de ressources également. Il faut trouver également des partenaires parce que ce n'est pas évident que nous puissions nous-mêmes, de notre propre autonomie, faire déjà installer par exemple une raffinerie pour pouvoir le faire. Et donc forcément, on aura besoin des partenaires pour pouvoir quand même arriver à le faire. Et trouver des partenaires, il faut qu'ils étudient pour voir est-ce que nous en avons assez pour qu'ils puissent quand même installer cela pour que ça leur soit bénéfique et également bénéfique pour le pays. Donc ça fait beaucoup de questions liées quand même à la chose sur lesquelles il va falloir beaucoup réfléchir. Et donc nous sommes optimistes parce que nous espérons que nous allons atteindre ce niveau, même si éventuellement les quelques pays qui arrivent quand même à avoir le pétrole, il y en a qui sont dans des crises, mais ce n'est pas seulement lié au pétrole, mais lié également à beaucoup d'autres ressources minières dont ils disposent. Le Ghana en a, mais pourtant il n'y a plus de crise au Ghana depuis fort longtemps et leur économie est à forte croissance. Rien à comparer avec le Bénin aujourd'hui, rien à comparer avec le Togo. Et donc, si on arrive quand même à pouvoir concrétiser ce rêve qui est cher, non seulement aux dirigeants, aux politiques, mais aux Béninois, ça nous avancera, ça va nous aider beaucoup plus à aller beaucoup plus vite. Oumar Adeyandjou, pensez-vous que cette relance pourra impacter les relations économiques? Oui, avant tout propos, j'aimerais dire que j'adore le commentaire très optimiste de Jean-Marc Goudianou par rapport au pétrole. Le pétrole qui permet donc une histoire économique, le pétrole qui permet donc de réduire les coûts donc, au niveau des stations. C'est une estimation de 15 000 barils par jour. Voilà, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais par contre, lorsque Marc dit que non, on aura besoin de partenaires, moi j'aimerais tout de suite attirer l'attention de nos autorités par rapport à ça. Moi je dis, soyons prêts avant de commencer à exploiter notre pétrole. Si on n'est pas prêt, attendons un tout petit peu. Moi j'aurais aimé que le Bénin fasse vraiment la différence dans ce secteur-là. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont des sociétés de raffinage. Ok? Ce n'est pas des pays encore européens, ça. Hein. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, sur le plan économique, ça pèse un tout petit peu quand même, mais ce n'est pas très loin du Bénin non plus. Donc moi je dis, il faut prendre exemple sur ces pays-là. Créer d'abord notre raffinerie, avoir tous les sociétés de raffinage, je veux dire, avoir tous les moyens qu'il nous faut pour pouvoir nous-mêmes exploiter une bonne partie de ce pétrole-là chez nous. Parce que si nous ne l'exploitons pas chez nous, qu'est-ce qui va se passer? On va observer les mêmes choses que ce qu'on observe dans ces pays-là où le pétrole devient finalement la source de crise. Je suis d'accord avec Marc que ce n'est pas seulement le pétrole qui est la source de crise dans ces pays, mais c'est en grande partie cela. Donc, si on ne veut pas que ce soit un exploitant extérieur qui vient, qui achète notre brut, et qui, c'est lui, parce qu'il a travaillé ce brut-là, il a raffiné, il en a fait un produit utilisable, qui va venir nous imposer des prix, des conditions, où finalement on n'aura pas tout ce qu'on veut pour pouvoir donc redistribuer, on va dire, tout le gain qu'on a eu par rapport au pétrole, et que cela ne cause pas de problème. On va tomber dans les mêmes travers que ces autres pays-là. Parce que ces grandes multinationales qui viendront prendre, mais eux, ils sont là, c'est des capitalistes, ils viendront mais pour prendre le maximum, pour générer le maximum de bénéfices possibles. Donc, si on n'est pas prêt à le faire nous-mêmes, attendons un tout petit peu. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est les moyens ou bien les discussions avec ces pays-là doivent aller dans ce sens-là. Comment on fait pour créer une société béninoise de raffinage de pétrole? Comment on fait pour créer une société béninoise de production donc de produits dérivés du pétrole? C'est très important. Si on n'arrive pas à le faire et qu'on veut prendre donc des barils bruts pour donner donc à ces gens, dans tous les cas, ce qui va nous revenir sera peut-être trop peu. Et finalement, la population qui va entendre 15 000, vous avez dit 15 000 barils jour, qui va entendre 15 000 barils jour va dire mais comment?
Nous, on est ici, c'est dans notre région qu'on prend tout le pays sans le pétrole, toute notre localité sans le pétrole, les poissons qu'on a. Parce que ça a des conséquences aussi, il faut le dire. C'est ce que, par exemple, comment on appelle, c'est ce que certaines personnes dénoncent aussi dans d'autres pays. Parce que sur le plan de l'écosystème, ça gâche tout. Et voilà, le bénéfice généré également, on ne prend pas ça pour venir. Donc, parce que ce qu'on retourne au pays producteur n'est pas suffisant. Donc, il faut que nous soyons prêts. Il faut que nos autorités, les autorités en tout cas qui sont en place au moment donc de l'extraction de ce pétrole, soient vraiment très lucides, très vigilants, fassent très attention dans ce qu'ils vont négocier. C'est très important qu'on installe les industries chez nous. On ne veut pas vous vendre, on ne veut pas prendre notre brut dans des bateaux ou même, je ne sais pas moi, dans des pipelines et aller déposer chez quelqu'un pour que ce soit lui qui en bénéficie finalement. C'est compliqué, je sais, c'est pas facile, c'est facile à dire, mais je dis et je répète, c'est ce à quoi nous devons aller si nous ne voulons pas devenir, donc comme ces pays que j'ai décrits au tout début. Faisons le maximum. Tout ce qu'il y a comme études, tout ce qu'il y a comme préalable, tout ce qu'il y a comme, comment on appelle, infrastructure industrielle à mettre en place pour pouvoir donc avoir une bonne partie du bénéfice aussi, faisons-le d'abord. Il faut qu'on soit différent des autres. Marc Goudjani. Bon, il faut dire que, oui, tel que Omar le dit, c'est vrai que ce serait très bien que nous ayons quand même notre propre autonomie financière en ce qui concerne, par exemple, la réalisation d'une raffinerie peut-être. C'est vrai que lorsqu'on parle de 15 000 barils par jour, lorsqu'on jette un regard sur la sous-région, c'est la plus petite production en matière de pétrole. C'est la plus petite production, même la Côte d'Ivoire qui est là, qui est déjà à près de 80 000 barils par jour, par exemple. Il y a le Ghana qui est déjà à près de 50 000 barils par jour. Et donc, lorsqu'on parle de 15 000 barils par jour, il ne faut pas que les gens s'imaginent que c'est déjà quelque chose d'assez... Mais à l'échelle du Bénin, la Côte d'Ivoire, c'est voilà. beaucoup de millions d'habitants par rapport à nous. Oui. Mais nous faisons peut-être seulement au Bénin 14-15 millions d'habitants. Et ce qui ne vaut même pas que la population de la seule ville d'Abidjan, qui fait à peu près plus de 20 millions d'habitants. Donc, à l'échelle du Bénin, ça peut correspondre à quelque chose. Donc, faisons attention à partir de cet instant. Oui, non, moi, je parle plutôt du marché financier. Je parle plutôt de la représentativité du Bénin par rapport aux autres concurrents qui existent, par exemple. C'est que nous sommes les derniers. Et donc, pour le coût de la réalisation, c'est tellement énorme. C'est tellement énorme que je me dis, la seule chose qu'on pourra faire, peut-être forcément, c'est forcément d'avoir des partenaires qui, peut-être, au fil des années, vont commencer par amortir leurs investissements pour que la totale gestion revienne d'abord au Bénin. Mais au début, on ne pourra pas demander au Bénin d'investir par exemple $1 milliard pour la réalisation d'une raffinerie. Vous imaginez combien ça fait? Ça fait beaucoup. Même le budget national du Bénin ne peut même pas couvrir la réalisation d'une seule raffinerie peut-être. Et donc du coup, ça pose un petit problème. Et donc, on a forcément besoin, surtout que nous n'avons pas assez d'expérience en la matière. On a forcément besoin d'experts qui vont venir d'ailleurs pour pouvoir nous aider quand même. Mais que l'autonomie nous revienne, comme c'est revenu en Côte d'Ivoire. Au Ghana, c'est eux-mêmes qui gèrent, beaucoup au Sénégal également. C'est eux-mêmes qui ont pris la gestion. Au Gabon aussi, c'est pareil, même s'il y a quelques actionnaires. Au Gabon, ça n'a pas été toujours pareil. Même s'il y a quelques actionnaires, oui, mais depuis un moment, c'est eux-mêmes qui ont quand même la grande partie, par exemple, des actions liées, par exemple, à leur raffinerie. Et donc, on peut espérer que le Bénin puisse quand même avoir ce ouf de soulagement en ce qui concerne cette malle pétrolière. Permettez-moi d'être extrémiste. Ça peut peut-être faire sourire, mais moi, je veux que le Bénin soit un pays, enfin, le Bénin que nous allons léguer à nos enfants soit un pays toujours dans la paix et dans la prospérité. Pourquoi ? Parce que si le pétrole doit devenir une source de comment on appelle, de conflit ou bien de crise, mieux vaut le laisser dans le sous-sol là-bas. Ça, c'est moi mon avis. Non, déjà que ce n'est pas beaucoup. Déjà que ce n'est pas beaucoup par rapport aux autres. Et qu'on n'a même pas, j'ai dit, les prévisions ne nous permettent même pas de dire, à comment on appelle, aux partenaires, créer d'abord notre raffinerie et on prend les 51% par exemple de tout. Et les 51%, vous allez le récupérer juste après les premières productions. Si on n'est pas capable de ça, et que c'est eux encore qui vont prendre ça pour aller, ça va venir perdre notre déséquilibre, tout ce que nous avons comme quiétude, tout ça ici au Bénin en ce moment, notre paix, notre vivre ensemble
laissons ce pétrole-là dans non, le on ne peut pas laisser. Du moment où on a une richesse, si d'autres pays ont pu le faire, ont pu garder la stabilité, par exemple, ça veut dire que nous-mêmes, on peut le garder dans notre stabilité. On a créé l'or de Perma, le calcaire de Tout ce qu'on a créé dans les livres. C'est dans la géographie. Qui exploite ça? On a laissé ça là-bas. Laissez ça là-bas. On a qu'à enseigner à nos enfants, comme l'or de Perma, le calcaire de Dadjo, je sais pas, tout ce qu'on a. Voilà. Oui, on a écrit dans les livres aussi, le pétrole a ses craqué dans le golfe de Guinée. On est d'accord. Moi, je suis complètement d'accord avec cet aspect-là. Merci, si des situations compliquées, laissons ça dans le sous-sol. Ce n'est que des idées qu'on peut partager ou pas. Je laisse l'appréciation aux téléspectateurs. Je vais pas être pessimiste ou bien extrémiste, mais c'est ce que je pense réellement. Non, c'est comme si vous manquez d'ambition. Hein. Non, c'est pas que je manque d'ambition. Donc laissez-le Bénin aspirer à cette ambition-là, être producteur de pétrole. Tu n'as aucune force et c'est toi qui bombes le torse. Avec la complicité de Rebecca, nous allons passer à l'horoscope parce que ça devient personnel.